Nous sommes avec Sarah El Haïry, haut commissaire à l'enfance. Bonjour. Bonjour. Qui était une personnalité de la Macronie. Je peux le dire comme ça. Alors engagé depuis longtemps, oui, élu sous le président Emmanuel Macron, député, très jeune député, parce que j'avais à peine un peu moins de 30 ans, 2 mandats, et puis un parcours ensuite au gouvernement. Ministre. Et j'étais ministre de la jeunesse, des familles et de l'enfance. Et vous venez justement pour nous parler, le gouvernement s'attaquer à la tendance No Kids des espaces sans enfants. On en a parlé la semaine dernière, des offres commerciales réservées aux adultes, ce qui est quand même étonnant comme les hôtels. Et puis la dernière fois que vous êtes venu ici dans ce studio, vous étiez enceinte et c'était il y a 18 mois et vous avez un petit bébé aujourd'hui. Une petite Jeanne qui marche, qui a fait des dents, qui fait pas encore toujours toutes ses nuits, mais avec qui j'ai plaisir à prendre le train toutes les semaines. Et donc les joies du regard des passagers et parfois de quelques pleurs, c'est vrai. Bon, c'est important de le dire parce qu'on peut être une femme de 30 ans, être une femme très engagée dans la vie politique, dans la vie professionnelle et malgré ça avoir des enfants et s'occuper de ses enfants. Et c'est pour ça que vous êtes aussi venu nous parler. Émilie Dez, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le calme est revenu vers 3h30, nouvelle nuit de violence à Paris après la victoire du PSG en Ligue des Champions. 79 personnes ont été interpellées. Des dizaines de jeunes ont jeté des barrières de sécurité sur le périphérique parisien. Ils ont tiré des mortiers et dégradé des commerces sur les Champs-Élysées. Ces barbares nous volent tout. Ils nous volent des moments de joie, a déclaré ce matin sur Europe 1 et CNews le député RN Jean-Philippe Tanguy. Dans la nuit de samedi à dimanche, déjà 563 personnes avaient été interpellées, dont 491 rien qu'à Paris. Des violences qui ont fait 2 morts. Un policier a été gravement blessé à Grenoble. 2 des 4 personnes qui ont été renversées par une voiture sont toujours dans un état grave. Les condamnations sont unanimes après la découverte de tags hostiles à Israël sur un mur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris. La veille, le mémorial de la Shoah, 3 synagogues et un restaurant parisien avaient été aspergés de peinture verte. À Lyon, c'est une école primaire qui a été prise pour cible avec des croix gammées inscrites sur les murs. Israël accuse les médias après l'attaque qui a fait 6 blessés hier dans le Colorado, une attaque terroriste ciblée selon le FBI. 6 personnes ont été blessées par un homme armé d'engins incendiaires lors d'une manifestation pour la libération des otages israéliens. Il a été interpellé et placé en garde à vue. La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement attaqués avec des drones explosifs la nuit dernière, alors même que des délégations russes et ukrainiennes se rencontrent aujourd'hui à Istanbul pour de nouveau pourparlers de paix. Volodymyr Zelensky assure que son pays est prêt à prendre les mesures nécessaires pour faire avancer les pourparlers. Le nationaliste Karol Nawrocki, élu président de Pologne face à son rival pro-européen, le Hongrois Viktor Orban, salue une fantastique victoire. La chef de file des députés RN, Marine Le Pen, évoque un désaveu pour, je cite, l'oligarchie de Bruxelles. Le stress monte pour les milliers d'élèves qui attendent des réponses à leurs vœux formulés sur Parcoursup. Résultat attendu à 19h ce soir. Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni sont arrivés peu avant midi au centre d'entraînement de Clairefontaine. Les Bleus qui préparent la demi-finale de Ligue des Nations. Ce sera jeudi face à l'Espagne. Et puis du tennis avec Roland Garros, Loïs Boisson, dernière française encore en lice, va tenter aujourd'hui de se qualifier pour les quarts de finale face à l'américaine Jessica Pegula. Europe 1 et radio officielle du tournoi. Merci beaucoup Émilie Dazier, il est 12h34. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. On dit au revoir à Julien qui est surveillant pénitentiaire mais également ultra du PSG. On le félicite parce que vous étiez peut-être proche de ce tifo qui rendait hommage à Xena, la fille de Luis Enrique, Julien. Ouais, tout à fait, oui. Alors bon, moi, je suis pas dans les organes décideurs, etc. Mais on a vu les tifos et c'est vrai que voilà, c'est bien aussi de souligner que le monde ultra n'est pas forcément que ce monde de violence que souvent on décrit. La violence dans le monde ultra, c'est vraiment pas important, c'est hyper léger, c'est un peu des fois des excès qu'il peut y avoir, mais le monde ultra, c'est surtout qu'il faut le prendre que on aime nos couleurs, on aime notre club, on aime nos joueurs, nos entraîneurs et ce qu'a vécu Luis Enrique en fait. Vous savez, dans le monde ultra, il y a plein de papas, il y a plein de mamans et en fait ça nous touche, la perte d'un enfant ça nous touche et c'est vrai que ce tifo est exceptionnel. Bon, moi, je voulais rendre hommage, effectivement. Je voulais rendre hommage parce que vous avez raison. Parfois, on parle négativement des ultras. Et là, c'est l'occasion de parler positivement. Et on l'a fait avec vous. Merci beaucoup, Julien. Et bonne journée à vous. Et félicitations pour le Paris Saint-Germain. Il est 12h35. 11h, 13h sur Europe 1. Pascal Praud.
Sarah El Haïry, haut commissaire de l'enfance. Je l'ai traité effectivement la semaine dernière. C'est assez étonnant. On appelle par exemple un hôtel et l'hôtel nous explique qu'on ne peut pas réserver pour son enfant de le faire coucher dans la chambre. Et vous voulez vous attaquer à cela. D'abord, est-ce que c'est légal ? Alors déjà, c'est pas tout à fait clair. Donc on a saisi toutes les autorités pour avoir une lecture extrêmement claire pour dire est-ce que c'est légal ou est-ce que ça l'est pas, parce qu'il y a des petits jeux sur les mots. Interdit aux enfants et exclusivement réservé aux adultes. Club, pas club. Et donc on va faire simple. Moi, je suis pas quelqu'un de compliqué. On attend les expertises, on clarifie et on diffuse l'info à tout le monde. Une raison toute simple, cette histoire d'interdire l'espace aux enfants, c'est juste c'est contre le bon sens le plus complet. Dans une société qui vit, où on fait plus d'enfants, on met de la charge sur les parents matin, midi et soir, et en plus on leur dit, vos petits, ils sont pas les bienvenus, et au passage, vous aussi. Parce que ça veut dire ça. Et donc ça, c'est pas français. Ça, c'est pas chez nous. Ça vient d'Asie. Moi, je suis pas franchement, ça ne m'intéresse pas de voir des modes arriver, s'installer et les laisser comme ça grandir sans rien dire. Donc non, ça vient c'est pas également bienvenu. dans une société où les droits individuels sont parfois prioritaires. Il y a des jeunes gens qui ne veulent pas voir des enfants devant eux parce que d'abord ils en veulent plus parfois, des jeunes couples, et puis parce que ça fait du bruit, parce que ça crie, que sais-je, et ça en dit beaucoup sur notre société. Ça en dit beaucoup et c'est pour ça que c'est pas juste une histoire d'interdiction. Parce que y en a, j'ai des copains qui me disent non mais franchement ça fait pas de mal d'avoir. Mais en fait non, ça dit c'est quelque chose de plus profond. Ça dit que ça met un trait égal entre enfant et nuisance. Déjà ça faut arrêter tout de suite. Dans une société où c'est de plus en plus difficile parfois d'avoir des familles, d'avoir des espaces pour les enfants, c'est quand même extrêmement excluant. Et puis dans cette idée d'individualisme. Si on pousse le chemin jusqu'au bout, ensuite on continue à faire le tri, à récupérer toutes les modes étrangères qui nous ressemblent pas. La France, c'est le premier pays touristique au monde. Mais face à un pays qui a vocation à célébrer les enfants, la famille. Je dis pas, il y a des endroits où les enfants n'iront pas. Je me bats pas pour que les enfants aillent en discothèque. Enfin, je suis quelqu'un de lucide. Évidemment, il y a des endroits où c'est dangereux pour eux. Et donc, ils ne sont pas acceptés. Et sur l'histoire de « Ah oui, mais ça crie ». Alors, déjà, c'est un enfant, oui, ça pleure parfois, effectivement, ça rigole aussi, c'est des joies. Bon, enfin, après, c'est l'éducation des parents. Les parents, ils posent un cadre, on les éduque à être en société. Quand on est au supermarché, on n'est pas à la maison. Quand on est au restaurant, on n'est pas à l'hôtel. Quand on est au bord de la piscine, oui, on fait pas 4 fois la bombe, parce qu'en fait, on a des parents. Mais on ne laisse pas l'idée qu'on a le droit d'interdire des accès. En fait, l'idée, elle est là. En France, les offres commerciales adultes only, adultes seulement, sont pour l'heure assez limitées. Le syndicat d'entreprise du voyage estimait à vue de nez qu'elle représentait 3% de l'offre. La tendance est beaucoup plus développée dans d'autres pays asiatiques, c'est ce que vous avez dit. La Fédération nationale de l'hôtellerie a de son côté assuré que l'ADN du camping était d'accueillir des enfants. Nous installons toboggan et club enfants pour eux, a déclaré son secrétaire général. Mais c'est vrai qu'il fait état d'une vingtaine de campings adult only. Alors, faut faire attention parce que adult only, ça peut être aussi pour des raisons, comment dire cela poliment. Il y a parfois une volonté de lier des relations amoureuses et peut-être davantage que cela. Et libertine. Voilà, je cherchais le terme, mais non, mais il y a des clubs libertins, disons les choses. Et il y a peut-être aussi des hôtels libertins, des campings libertins. L'idée, c'est pas de mettre aussi. Exactement. Donc c'est pour ça que sur le chiffre des 20 campings adultes only, je ne sais pas la raison de cela. Mais dans les années 50, par exemple, les Français faisaient beaucoup d'enfants. Vous alliez dans la rue, il y avait un niveau sonore complètement différent à celui d'aujourd'hui. Parce qu'on entendait ces enfants. Et maintenant, quand on a un enfant qui pique une crise dans la rue ou dans un centre commercial ou au parc, on a honte en fait. Mais alors que c'est pas une question d'éducation, c'est que l'enfant est peut-être fatigué, il en a marre et on lui a dit non, donc et on a honte. On a honte en fait. Parce qu'on regarde les autres. Alors normalement, c'est pas. Alors qu'on est en train de l'éduquer. Exactement. Et pour le coup, on pose un cadre et on lui dit bah non, en fait, tu ne prends pas le jouet comme tu veux parce qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Et en fait, on est en train de l'éduquer. Et si on commence à accepter de dire on ne veut pas aller voir, comment vous redonnez envie, comment vous accompagnez les parents, comment vous donnez envie d'avoir des enfants. Et puis moi je vais aller un petit peu plus loin quand même. Il y a un moment dans notre société, enfin moi je pense, c'est pas l'idée d'interdire. Je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert. Moi j'ai grandi dans des restaurants, moi j'aime les bonnes tables.
mais il faut qu'on accompagne en fait des espaces. On peut construire une société plutôt à hauteur d'enfant. Ça ne veut pas dire que demain ils seront en discothèque, loin de là. Mais on peut juste penser à ses parents, à cette société qui, quand elle voit un enfant, elle sourit. Elle est plutôt bienveillante. Et en fait, tu as plutôt quelque chose d'accueillant et ça change absolument tout. Ou à l'inverse, on vous dit, en fait, désolé, vous avez une poussette. Ah oui, mais non, en fait, ça, on n'a plus de place. Ça, c'est plus discret. Sarah C'est la réalité. Sarah El Haïry est avec nous, elle est au commissaire à l'enfance, il est 12h41, vous êtes à l'antenne d'Europe 1 et elle vient nous parler parce que le gouvernement veut s'attaquer à la tendance No Kids des espaces sans enfants. Bon, tout le monde va vous suivre sur ce sujet. Écoutez, moi en tout cas, l'idée c'est de plutôt parler de quelque chose qui est en train d'arriver, d'éviter que ça s'installe très en profondeur, de dire attention, en fait on est en train de mettre une pression supplémentaire sur les parents, parce que tout le monde dit il faut pas mettre d'écran pour les enfants, attention les tablettes, et c'est vrai, c'est pas bien pour eux. Mais en même temps, quand vous êtes tout seul et que votre enfant il s'agite, à la fin tu craques. Et donc l'idée c'est aussi de dire soyons bienveillants, faisons attention à ses parents et donc tolérants vis-à-vis de la place d'un enfant. Un enfant est un enfant, on ne l'exclut pas, on ne lui interdit pas l'accès. Et si on pouvait en plus adapter un peu les espaces, ça se passera très bien. Et je pense que la France, elle a cette histoire-là, c'est tout. Bon, c'est intéressant également de regarder votre profil parce que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes une très jeune femme. Je pratique moi au quotidien. Vous étiez une très jeune femme, vous venez d'avoir un enfant qui a 18 mois avec votre compagne, mais vous étiez également ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles jusqu'en septembre 2024, donc c'est encore très récent. Bon, est-ce qu'on a le blues une fois qu'on quitte le gouvernement? Vous êtes devenu au commissaire à l'enfance, est-ce qu'il y a une forme de déception de ne pas poursuivre l'aventure? Non, parce que en fait, c'est des aventures où on sait qu'on est au service d'eux. Moi, je suis profondément patriote. J'ai eu la chance de porter le service national universel qui me tenait à cœur, d'accompagner les jeunesses. Aujourd'hui, je suis aussi dans un étape de ma vie où je suis moi-même jeune parent. Et donc, finalement, de se dire... Notre société, il y a plein de défis. Accompagner, soutenir les parents, c'est pas si simple. J'ai vu des jeunes s'engager, réussir. J'ai vu des jeunes plus à la dérive. Mais dans le fond, quand t'as été ministre, moi j'ai envie de finir ma boucle. Et de finir ce qu'on était en train de faire. Et aujourd'hui, protéger les enfants, c'est pour moi une sorte de continuité, accompagner les parents, prévenir aussi. Pour le coup, les réseaux sociaux, Internet, leur utilisation, c'est pas anodin. La santé des enfants. L'accès à la santé, c'est tout bête de le dire et de le rappeler, mais aujourd'hui, on a la moitié de nos enfants qui risquent d'être myotes parce qu'ils enlèvent pas, ils regardent trop les téléphones. La moitié vont porter des lunettes et vont devenir myopes. C'est quand même pas anodin. Et ils sont pas malades avant, c'est pas pathologique. On a un risque d'obésité énorme. Oui. À quand l'éducation à l'alimentation? Mais vous avez parfaitement raison, c'est des sujets extrêmement importants. Mais oui, vous êtes marrante, si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Pendant le Covid, on a empêché de faire du sport à tous les enfants. On les a mis devant la télévision, ils ne pouvaient même pas aller jouer au basket. Et on s'étonne des conséquences post-Covid. Et ça n'a pas duré 8 jours, le Covid. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu 2 fois, on interdisait aux gens de faire du sport, ce qui m'a mis dans une colère que j'ai exprimé souvent à l'antenne. Donc on crée effectivement des habitudes et c'est vrai que la situation post-Covid fait que peut-être les gens sont plus devant les écrans. Le Covid, c'était une situation assez particulière qui a bousculé beaucoup les enfants, les familles. On était face à quelque chose qui était, à l'époque, qui a bousculé le monde entier. Mais si je prends un tout petit peu de hauteur au-delà du Covid, aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont de plus en plus obèses, je parle pas de surpoids, parce qu'il y a de la sédentarité, parce qu'on ne sait plus manger correctement, on n'éduque plus à l'alimentation. Et cette obésité, vous savez, il y a un rapport, pour le coup, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de l'Institut Montaigne, c'est 124 milliards. Parce que derrière, ça fait quoi? Ça fait des jeunes adultes en mauvaise santé, des problèmes de santé cardiaque, d'apprentissage, alors que revenir à des bases, mais genre de l'essentiel, un petit-déj équilibré, on sait ce qu'on mange, on fait attention, le sucre, le gras, et puis surtout on bouge, on fait du sport, vous avez marche. Parfaitement raison. Dernière chose, c'est l'éducation à l'alimentation. Dernière chose, et vous avez raison, il faudrait mettre des petits spots pour sensibiliser tout le monde à cela. Dernière chose, parce que vous êtes également engagé dans la vie politique à Nantes, et que les élections municipales se préparent, sans doute. Je ne sais pas si vous serez candidate ou pas à Nantes, s'il y aura une liste d'union, vous êtes, je le disais, de la Macronie, est-ce que vous allez tenter une liste d'union avec la droite, les LR, je n'en sais rien. Est-ce qu'on sait déjà où
les choses sont? On est en train de bâtir. Moi, je suis une élue locale depuis 2007. Je suis engagée dans ma ville. Je crois que Nantes, elle a besoin d'une nouvelle ère, d'une nouvelle espérance. Enfin, on a besoin de retrouver de la fierté. On a besoin de retrouver une vie moins dogmatique. Et pour le coup, mes engagements, moi, ils continuent. On a réuni le bloc, on va dire, central. On souhaite et on réussira à faire une équipe collective avec pour le coup, la droite. Au moment où je vous parle, il y a 2 candidats chez LR. On va voir les instances LR qui choisiront qui sera leur candidat. Mais ce qui est certain, c'est que nous appelons à une liste commune, unique et partagée pour un projet et surtout pour les Nantais. Et l'adversaire, ce sera Johanna Rolland qui aura une liste commune peut-être ? Écoutez, de toute façon, c'est une majorité de beaucoup de compromissions. Ils essayent de bâtir une liste commune en face. Moi, j'attends de voir du PSA et LFI dans la même majorité. C'est ça la réalité. A priori, le PS n'est plus avec LFI. Madame Rolland est du Parti Socialiste et a priori, il n'y aura pas d'accord avec la France Insoumise. C'est en tout cas ce que je crois comprendre aujourd'hui en écoutant les leaders du Parti Socialiste. Ce qui est extrêmement intéressant, pour le coup, avec la maire de Nantes, c'est que ce qui se dit à Paris ne se fait pas à Nantes, et c'est ce qui se fait à Nantes. Et alors, il y a 2 discours. Il y a 2 discours de réalité. Moi, je vois des appels du pied matin, midi et soir à Nantes, à LFI, et pour le coup, à l'extrême gauche. Et puis, à Paris, parfois, des discours un peu plus, un peu différents. Ce qui est certain, c'est que Nantes, pour que ça reparte et qu'on retrouve de la fierté et de l'air, a besoin d'une alternance, et le temps est venu, oui. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Sarah El Haïry.